Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui, soit parce que c'est un sujet qui vous intéresse, soit parce que vous n'avez plus de place dans l'Amphib 2. Mais merci d'être là. Pour changer un petit peu des sujets du moment, on va parler d'IA, évidemment, mais sur un angle peut-être un petit peu différent. L'idée, c'est de voir quels sont les risques qu'on peut avoir aussi à utiliser de l'IA générative dans nos métiers autour du développement, du test, etc. Et de voir comment est-ce qu'on peut travailler vraiment en symbiose avec l'IA pour être capable d'en tirer vraiment le maximum de bénéfices, parce que vous allez comprendre, l'IA, ce n'est pas une intelligence qui va nous aider, qui est omnisciente, etc. C'est juste une solution qui peut nous prédire des choses et essayer de nous aider dans notre quotidien. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. L'IA qui est arrivée aujourd'hui, c'est un petit peu une sorte de révolution, comme on l'a déjà vu dans le temps. On a eu une élévation un petit peu des niveaux d'abstraction sur les langages, où au début on était vachement sur des trucs très bas niveau, sur d'assembleurs, etc. On a eu C qui est arrivé, puis des langages de plus en plus haut niveau, où on essaye d'élever les couches d'abstraction. On a des frameworks de test, des choses comme ça qui viennent nous aider dans le quotidien, qui ne nous changent pas la vie radicalement, mais quand même nous aident bien dans notre métier. On a après, dans les années 2000, plutôt des IDE qui sont arrivés, qui pareil, ont essayé de nous faciliter la vie en tant que développeurs, développeuses dans notre quotidien. Donc ça ne va pas changer la manière qu'on a de développer, mais ça va plutôt nous aider. En 2010, et à peu près, on a eu tout ce qui est mouvement low-code qui est arrivé, où plein de gens ont commencé à se dire « Ah, le low-code est là, donc le métier de développeur en 5 ans va disparaître, etc. » Bon, vous voyez bien, on ne serait pas là aujourd'hui si c'était réellement le cas. Donc ça aide quand même, ça aide dans certains use cases précis, mais ça ne vient pas remplacer notre métier. Et bien sûr, 2022, on a tous les outils type Copilot qui sortent, on a ChatGPT, et on a une nouvelle manière d'utiliser de l'intelligence artificielle avec du prompt, où là, n'importe quelle personne dans le monde peut interagir avec de l'IA, avoir une réponse, etc. Donc là, ça devient super intéressant parce que ça, c'est pas juste une nouvelle couche d'abstraction qui va nous aider, mais ça va nous aider aussi sur plein d'éléments de la chaîne. Ça va nous aider, par exemple, pour rédiger des messages de commit, pour rédiger des tests, rédiger du code, etc. Donc ça va nous aider sur plein de pans différents de notre métier. La chose qui est arrivée en 2022 et puis même maintenant, quand l'IA est apparue, c'est qu'on a eu des personnes qui étaient très sceptiques sur l'utilisation de cette IA en disant en fait ça va sortir n'importe quoi, c'est vraiment pas utile, ça va pas nous aider, ça va nous desservir, et des gens qui étaient très optimistes sur le fait que l'IA va être capable de faire plein de choses, ça va remplacer le métier de développeur, de testeur, il y a plein de métiers qui vont disparaître, etc. Et en fait, on n'a pas forcément souvent de l'entre-deux. On a vraiment des personnes qui sont pessimistes ou sceptiques. Donc de mon côté, moi je suis Arthur Mine, je suis CPO et cofondateur de PackMine. C'est une startup qui vient du laboratoire de recherche en informatique de Bordeaux, qu'on a créé en 2016, donc ça fait un petit moment. Et on travaille vraiment sur tout ce qui est partage de connaissances et d'expertise dans les équipes de développement. Donc ça nous a permis au fur et à mesure des années, puis sur des projets de recherche, de voir un petit peu comment les entreprises fonctionnent, que ce soit des startups, scale-up, grands groupes, PME, etc. On est en train de regarder un petit peu l'évolution de ce mouvement IA dans notre métier. Donc on a pas mal de retours d'expérience, d'équipes qui le mettent en place, qui poussent du copilot à l'échelle, des choses comme ça. Et donc c'est à partir un petit peu de tous ces retours d'expérience que ça nous a donné envie de partager ce talk pour essayer de présenter un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui sera sûrement différent dans 1 an, dans 2 ans évidemment, mais aujourd'hui ce qu'on a vu dans notre métier. Déjà, pour moi, quand l'IA est arrivée, ça a été un petit peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'au début, j'étais très sceptique, peut-être comme beaucoup de monde, sur le fait que est-ce que ça allait être vraiment utile ou pas. J'ai commencé à m'en servir, puis en quelques réponses, je me suis dit, OK, c'est super puissant, ça va être génial. Copilot, il a compris vraiment ce que je voulais faire, etc. Et puis, assez rapidement, il suffit que j'ai une réponse complètement à côté de la plaque ou un test qui passe tout le temps, etc. Et d'un seul coup, ma confiance en l'IA, elle est descendue, puis après, ça revient, etc. Donc, cette IA et les applications qu'on va en avoir, c'est encore très 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 émergent. C'est très neuf, il y a plein de solutions qui se tirent la bourre en ce moment évidemment. Et donc on n'a pas encore découvert quelque chose de très stable sur des use cases vraiment précis, etc. Ça commence à arriver mais ça change toutes les semaines. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette IA, donc ce qu'on a mis un petit peu de temps à comprendre, c'est qu'elle n'est pas omnisciente, ce n'est pas une intelligence qui va vraiment nous remplacer ou vraiment nous accompagner, comprendre ce qu'on est en train de faire. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est toujours nous le pilote, c'est toujours nous en tant qu'être humain qui pilotons ça, et l'IA c'est un assistant. Et ça je pense que vous l'avez compris. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Il faut se remettre en question sur
comment est-ce que l'IA fonctionne? De base, une IA, ça va apprendre en capturant des données. Donc ça va vraiment faire une analyse de toutes les données qu'elle va pouvoir analyser. Il va y avoir des IA spécifiques ou génériques. Et donc elle va capturer toutes ces données. Et c'est à partir de ces données qu'elle va être capable de nous proposer des réponses. Le truc, c'est que en absorbant ces données, évidemment, elle va absorber le passé. Elle va absorber des choses qui ont déjà été faites, et donc elle va absorber peut-être des systèmes legacy, peut-être des anciennes manières de faire sur des anciens frameworks, etc. Donc elle, ça va être ça, sa base de connaissances. Ça va être toutes les données qu'on a dans le passé. Ce qui va amener pas mal de problèmes, évidemment, c'est que elle regarde ces différents systèmes, ces données qui viennent du passé, et elle va nous proposer des réponses qui correspondent à ce qu'elle a déjà vu, à ce qu'elle a vu en moyenne, etc. Et donc, on a ce premier problème qui est que ce qu'elle va nous générer, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle de la dette technique. Ça peut être des choses en fait qui étaient des anciennes manières de faire ou sur des anciens frameworks, etc. Et qui datent il y a peut-être 5, 10 ans, etc. Et ça, elle peut nous le reproposer en fait, parce qu'elle n'a pas conscience de c'est quoi la bonne manière de faire aujourd'hui dans mon contexte, etc. Donc la première chose à faire, c'est essayer d'avoir un regard critique sur ce qui va être produit. Et on verra après comment essayer de la guider justement pour qu'elle nous propose des choses vraiment pertinentes. Le dilemme qu'elle va avoir, ce qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est que l'IA, en fait, il faut la voir comme si c'était une personne qui rejoint votre équipe, qui est une sorte de mercenaire itinérant qui vient et qui ne connaît pas du tout votre contexte, qui ne sait pas dans quel domaine vous travaillez, qui ne sait pas quelles sont les contraintes, comment est déployé votre soft, est-ce que c'est du mobile, de l'embarqué, etc. C'est quoi vos contraintes budgétaires, c'est quoi le niveau moyen d'équipe, etc. Est-ce que vous travaillez avec des types d'architecture différentes, des choses comme ça. En fait, tout ça, ça fait partie du contexte qu'on va apprendre à quelqu'un qui rejoint notre équipe en onboarding, ce qui peut prendre des mois à chaque fois, à expliquer à la personne, je t'explique le fonctionnel, le métier, vraiment tout ce qu'on a mis en place, etc. Et tout ça, ça fait partie du contexte. Donc quand on va utiliser ChatGPT, qu'on lui envoie un prompt qui fait 2 lignes, son contexte, c'est vraiment 2 lignes de prompt. Donc on peut essayer de rajouter des choses sur quel est notre parcours, etc. Donc rajouter un peu plus de contexte, mais ça reste vraiment minimal. Donc il faut bien se dire que l'IA va nous proposer des choses à partir de ce qu'elle a déjà vu, mais sur un contexte qui est ultra limité. Donc il y a de plus en plus de solutions qui essayent justement de récupérer plus d'informations contextuelles à partir de notre doc, etc. Mais aujourd'hui, dans tous les cas, c'est très 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 limité. Donc quand on prend un petit peu ça en considération et qu'on se dit, OK, l'IA, elle n'a pas beaucoup de contexte et puis elle va absorber des données du passé, on peut commencer à se dire, est-ce qu'on va valider tout ce qui va nous être proposé? Est-ce qu'on va vraiment bêtement valider tout ça? Donc là, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est les développeurs juniors qui sont un problème et qui vont utiliser l'IA bizarrement. C'est vraiment, ça ne dépend pas d'ailleurs de la juniorité ou de la seniorité. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les entreprises qui ont déployé à l'échelle justement de l'IA. C'est surtout basé sur la capacité de la personne à challenger ce qu'il lui est proposé. Donc c'est d'avoir un regard critique. En général, ça marche très bien chez les gens qui mettaient beaucoup de commentaires dans les revues de code, par exemple, qui étaient très critiques sur tout le code. Là, justement, quand du code nous est proposé par de l'IA, on va être capable de se dire, OK, ça, dans mon contexte, ça ne fait pas vraiment ce que je voulais, donc je peux la débrancher ici, ou je vais moi-même essayer de trouver une solution. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans la masse des équipes, on a des personnes qui, peut-être au début, vont l'utiliser comme il faut, et assez rapidement, en fait, on va pas débrancher le cerveau, mais quand il y a des problèmes complexes, des algos complexes, que l'IA va nous proposer une solution, on va avoir tendance à valider, faire tab, par exemple. Et donc là, ça peut commencer à devenir problématique, parce que le code qu'on est censé avoir écrit, c'est plus le nôtre, en fait. Donc on a une baisse de code ownership, et quand on ship ça en revue de code, et qu'on a des commentaires sur pourquoi est-ce que tu as choisi cette implémentation, pourquoi tu as fait ça, en fait, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Donc là, on commence à voir un petit peu les limites de ça, c'est que on va peut-être avoir l'impression d'aller plus vite quand nous, on écrit du code, mais en fait, peut-être que le temps de revue de code, il va être allongé. Peut-être qu'on va avoir plus de temps de maintenance derrière, plus de bugs, etc. Donc il faut penser vraiment système global et comment bien se servir justement de ces systèmes-là. Donc ce qui est important, c'est vraiment de garder ce regard critique justement sur l'IA et d'être capable de faire la part des choses sur ce qui nous est proposé et qui a l'air vraiment pertinent dans notre contexte ou pas. Donc il y a pas mal d'études qui sont sorties et qui sortent d'ailleurs chaque semaine, il y en a de plus en plus en ce moment, c'est en train d'être un petit peu à la mode, sur la qualité du code qui est produit et la dégradation un petit peu justement de la qualité globale du code sur les organisations depuis l'émergence de l'IA et l'arrivée d'IA. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Visual Studio qui montre que avant 2021, donc avant l'arrivée d'IA, le code il avait un certain niveau de qualité, etc. Et ce qu'ils ont regardé, c'est après l'arrivée d'IA, donc 2022 et plus,
ils ont vu qu'il y avait beaucoup de code churn. Le code churn, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux. En fait, ça va être tout le code qui va être mis à jour, qui va être supprimé, qui va être copié, etc., collé. Et donc, ce qu'ils sont en train d'indiquer ici, c'est que on a beaucoup de code après 2022, beaucoup plus de code qui ressemble à du code churn, qui est du code churn. Et quand ils regardent en détail justement ce code-là, ils disent on a beaucoup de code qui ressemble à du code un peu copié-collé. Évidemment, parce que l'IA, elle reprend des morceaux de code qu'elle a déjà vus, et quand on est en train de faire quelque chose, elle nous recolle un morceau de code qui va être peut-être un agrégat de ce qu'elle a déjà vu. Donc évidemment, on va reprendre des bouts, puis on va les rapiécer, et puis les recoller, etc. Donc on ne va pas forcément avoir d'innovation dans notre application, dans notre code, on va juste avoir de la répétition de ce qui existait déjà. Et ce qu'ils disent ici, c'est que le code qui a été généré par l'IA, il ressemble justement à du code qui aurait été fait par ce qu'ils appellent un contributeur itinérant. Donc ça veut dire une personne qui arrive dans l'équipe, qui n'a pas le contexte, on lui dit fais tel composant React, il prend de manière random plein de fichiers à côté, il se dit ok, c'est à peu près fait comme ça, la logique elle est là, et puis il fait un truc un peu pareil, et puis il s'en va. Donc c'est vraiment ce qu'ils ont vu en mode c'est quoi le code, à quoi ressemble justement le code généré. Et le problème de ça évidemment, c'est que si la plupart de notre code commence à ressembler à du code comme ça, la question qu'ils sont en train de dire sur 2024 et plus tard, c'est qui est-ce qui va se mettre à nettoyer justement tout le mess là qui est laissé derrière. Donc est-ce que ça va être peut-être l'IA elle-même qui va être capable d'améliorer ce code? Est-ce que ça veut dire qu'en fait l'IA va produire du code et nous en tant qu'êtres humains, avec notre expertise, on va passer notre temps à faire des revues de code, à vérifier, etc. Puis en fait on va avoir comme si on avait une équipe en offshore qui travaille pour nous et puis nous on fait un peu la police et on vérifie tout ce qui est fait, etc. Donc il y a vraiment cette question de attention, on a une sensation de vitesse, on va plus vite, mais on a peut-être un risque justement que la qualité du code se dégrade et donc on ait des problèmes en termes de maintenabilité, de bugs, etc. Pour autant, si on regarde, donc là c'est l'exemple de Copilot, mais c'est pareil avec d'autres outils, hein, si on regarde un petit peu l'expérience des développeurs avec ces outils-là, on voit qu'elle est globalement très très bonne. Donc on n'est pas juste sur la productivité, mais on est aussi sur notre satisfaction au travail. Là, ils sont en train de regarder est-ce qu'il y a moins de burn-out, etc. Donc est-ce que ça nous aide dans notre quotidien? Est-ce que c'est un outil assez sympa? Donc vous prenez l'analogie avec quelqu'un qui travaille dans le bâtiment et puis qui a un outil un peu tout pourri pour casser des murs. On lui donne une super machine, évidemment, ça va nous changer un petit peu la vie. Donc peut-être que ça va être moins délicat, peut-être que ça va être moins artisanal, mais en réalité, on va être peut-être plus efficace et au moins dans notre travail, on sera moins fatigué, etc. C'est un petit peu la même chose, on se sent plus productif. Individuellement, quand on développe avec des outils comme ça, on peut se sentir plus productif. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des personnes qui vont dire j'ai testé, mais moi ça me gêne, je débranche. Donc ça va dépendre évidemment de l'état d'esprit des différentes personnes. Mais globalement, ce que ça nous dit, ces informations, c'est que on va devoir y passer, on va devoir y aller. On n'est pas sur la blockchain et puis des cryptos, etc. où ok, c'était un super effet de mode et puis il y a plein d'applications intéressantes, mais on voit que c'est un peu aussi les montagnes russes, ça monte, ça descend, l'engouement autour de ça. L'IA, on n'est pas sur un truc comme ça, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment utile dans notre quotidien et on est en train de voir, donc toutes les entreprises qui disent ouais, aujourd'hui on ne le met pas encore en place, ou il y a des problèmes de sécurité, etc. En fait, c'est un petit peu faux, on va y passer. Il y a plein de solutions de LLM qui maintenant sont on-prem, où il n'y a plus de problème de sécurité, où tout fonctionne bien en interne, etc. Et donc petit à petit, en quelques années, en fait, on va voir une adoption qui va être forcément très très forte. Donc on n'est plus sur la question de se dire est-ce qu'on va devoir y passer, est-ce qu'il faut qu'on le fasse ou pas? On n'est plus sur la question de on va y passer, c'est la réalité, c'est comme quand Internet est arrivé, ou les téléphones portables, etc. Et là, on va devoir y passer. Donc comment est-ce qu'on fait pour vivre avec? Comment est-ce qu'on fait pour justement vivre en symbiose avec ça et pas qu'on soit obligé d'utiliser ça, mais en fait que ça dégrade tous nos systèmes et que dans 5 ans, on se retrouve avec des applications de moins bonne qualité qui ne sont pas maintenables, etc. Ce qui serait un vrai problème. J'imagine que vous connaissez peut-être Accelerate et les études justement du laboratoire Dora. Donc il y a pas mal d'études Accelerate qui sortent chaque année justement autour du DevOps. Et dans l'étude de 2023, ils ont travaillé un petit peu sur l'IA. Ils ont rajouté justement cette partie. C'est quoi l'impact d'utiliser l'IA dans une organisation? Et ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait assez bien, c'est qu'ils ont mis une réponse différente en fonction de est-ce qu'on est développeur et c'est quoi notre impact personnel à utiliser l'IA, et au sein d'une équipe ou d'une organisation, quel est l'impact? Et c'est ça qui est intéressant justement de regarder. C'est que niveau individuel, local, donc moi je suis sur mon poste en train d'utiliser l'IA, en fait,
je vais avoir des gains, je vais avoir un effet augmenté en productivité. Alors, il le note minor increase parce que effectivement, si on regarde des chiffres, même qu'il y a sur Copilot ou d'autres solutions où on dit on gagne plus de 50% en gain de productivité sur les tâches, etc., il faut remettre en lumière ces chiffres en disant le code, ça représente peut-être 30 à 40% de notre activité quotidienne. Peut-être que le reste du temps, on fait autre chose, on fait de la revue, des choses comme ça. Donc, on va gagner du temps sur cette activité de code. Maintenant, sur cette activité de code, il y a peut-être que 50% du code qui peut être vraiment généré par de l'IA et qui va nous aider. Les 50 autres pourcents, en fait, c'est ce que je vais faire moi. Donc en fait, l'IA, elle ne va pas avoir forcément un impact aussi fort que des chiffres qu'on peut regarder. Et si on calcule, on obtient en fait un gain de productivité qui va tourner autour des 10% dans notre travail quotidien. Et quand on voit des retours d'expérience de différentes équipes, il y en a qui vont dire ok, on voit qu'on gagne en productivité, que c'est important, etc. Et il y en a d'autres qui nous disent en fait, c'est pas des nombres à deux chiffres. On est à moins de 10% justement de gains quand on le calcule, etc. Donc c'est pour ça qu'ils notent qu'on a un minor increase justement en productivité, mais on a moins d'effets de burn-out, etc. Donc ça, par contre, c'est super intéressant. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne au niveau de l'équipe entière. Et sur l'équipe, ils ont marqué qu'il n'y a pas d'effet démontré sur la performance de l'équipe, sur la performance globale de l'équipe. Il y a une minor increase sur la performance de l'organisation, donc ça, par contre, c'est indéniable. Par contre, ce qu'on voit à droite, c'est que sur l'effet de la performance opérationnelle de l'équipe, on a ce qu'ils appellent un substantial decrease. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est des moyennes, évidemment, c'est calculé sur énormément d'entreprises, c'est que on a peut-être une impression de vitesse, on a peut-être un effet d'optimisation locale, donc chaque personne a l'impression d'aller plus vite, on produit plus de code, etc. Par contre, au niveau d'une équipe ou d'une organisation, c'est assez différent. Peut-être que moi, je vais plus vite pour produire du code, mais du coup, je crée plus de pull requests, donc il y a plus de personnes qui doivent reviewer mon code. J'ai peut-être pas assez de choses dans le backlog, etc. Puis je crée un effet de bottleneck sur des revues de code. Puis j'ai plus de commentaires, et puis les commentaires, j'ai plus de mal à y répondre, etc. Il y a plus d'allers-retours. Donc tout ça, ça fait que moi, je vais plus vite, mais en fait, j'ai un impact qui est négatif pour l'équipe ou pour l'entreprise. Donc ça, c'est important quand on utilise de l'IA ou des solutions comme ça, c'est de penser en système global plutôt qu'en optimisation locale. De se dire, OK, est-ce que dans l'équipe, comment ça va fonctionner? Donc, ce n'est pas juste de penser à moi, je vais plus vite pour produire du code, mais est-ce qu'on a tout le flow pour absorber ça? Est-ce qu'on a de bons niveaux de qualité, etc. Donc ça, c'est vraiment les points importants à garder en tête. L'idée pour essayer d'être vraiment plus productif au niveau global, c'est-à-dire que je ne suis pas tout seul en train de développer sur un projet, mais j'ai une équipe avec qui je travaille et je suis au sein d'une entreprise avec des communautés de pratique, plein d'équipes de développement, etc. C'est de travailler sur comment est-ce qu'on va pouvoir guider cette IA pour qu'elle produise des choses de bonne qualité qui correspondent à nos pratiques d'entreprise, à nos pratiques de développement, etc. Donc, qu'elle me propose vraiment quelque chose qui correspond à mon contexte et que j'ai envie de voir justement sur le code de mon projet. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, l'IA, elle n'a pas beaucoup de contexte, mais de plus en plus, elle va essayer de récupérer du contexte. Donc vous avez plein de solutions d'IA qui vont se brancher sur votre Confluence, par exemple, ou votre Notion, ou votre doc interne, etc., sur votre code. Sauf que votre Notion Confluence, voilà, la question c'est, est-ce que ça reflète vraiment la qualité de ce que vous avez? Est-ce que ce n'est pas des données qui ne sont pas à jour? Est-ce que le code legacy que vous avez, pour vous, ça correspond bien à vos bonnes pratiques ou pas? Évidemment, en fait, ça ressemble plus à ça dans la réalité. On a peut-être dans Confluence, sur des derniers documents, des choses bien, on a peut-être plein de choses qui ne sont pas à jour. On a peut-être plein de choses qui traînent en fait depuis des années, mais qui sont juste plus vraies du tout. Comme dans le code, si vous travaillez sur des projets qui ont plus de 5, 10, 20 ans d'existence, en fait, vous avez des strates de pratiques différentes qui ont été appliquées, soit parce que les personnes dans l'équipe ont changé, par exemple, et ça c'est le cas pratiquement tout le temps. Donc vous avez plein de personnes différentes qui ont apporté leurs petites touches personnelles sur le code, des manières de faire différentes. Et l'IA, quand elle va voir ça, elle va retrouver toutes ces données. Et aujourd'hui, des documents dans Confluence qui n'étaient pas à jour, c'était pas grave, parce que dans tous les cas, personne n'allait les voir. Donc voilà, c'est Confluence, de toute façon, on va chercher peut-être quelques trucs quand on sait que c'est là, mais sinon on ne va pas chercher. Par contre, avec l'IA, qui est capable d'aller creuser là-dedans, et quand vous lui posez une question dans l'IDE ou n'importe où, qui vous répond, elle va déterrer un vieux document qui n'est pas à jour, et elle va vous le mettre devant les yeux, en vous disant, de manière très claire, c'est ça la réalité, voilà comment il faut faire. Donc il y a un risque sur le fait que ces anciennes données qui avant n'avaient pas d'impact, maintenant en fait elles remontent à la surface, et vous ne savez même plus quand vous posez une question si ça vient vraiment de vieux documents qui ne sont pas à jour ou si c'est des documents très récents. Parce que justement l'IA a cette couche d'abstraction
qui est capable de vous donner une réponse comme si c'était la réalité. Donc ça, c'est problématique. Et également, ce que je disais sur le fait que dans notre code, si on parle vraiment là de développement et de code de test ou n'importe quoi, on a énormément de pratiques différentes qui ont été appliquées. On a plein de manières de faire, etc. Et peut-être même sur du code récent, on a des parties d'équipe qui font un petit peu différemment, on a des gestions d'erreurs différentes, on a des créations de composants différentes, on a de la logique métier des fois un petit peu mélangée partout, etc. Donc quand vous prenez vraiment l'angle des pratiques de développement qui vont être utilisées, l'IA, elle va voir toutes ces pratiques-là, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste vous proposer une solution qui correspond un peu à la moyenne de ce qu'elle a vu, ou alors, si elle regarde un peu plus intelligemment des pratiques plutôt récentes, elle va juste prendre dans les 3 pratiques et elle va vous en sortir une de manière random. Et il ne faut pas oublier que l'IA, ce n'est pas déterministe. Donc, une fois, elle va vous sortir une pratique, peut-être une fois, elle va vous sortir une pratique différente, etc. Donc, l'IA, elle va faire comme quelqu'un, comme un être humain qui rejoint votre équipe, qui voit que dans le code, il y a plein de manières de faire différentes, mais qu'est-ce que la personne va faire? Elle va copier-coller un composant React, par exemple, et puis elle va dire, ça doit être ça la bonne manière de faire. Ou à l'inverse, elle va se dire, je ne sais pas trop, donc je vais faire un truc random, et puis j'espère que c'est la bonne manière de faire pour l'équipe. Donc ça, c'est vraiment la problématique justement d'avoir ces pratiques qui sont hétérogènes, c'est qu'on ne va pas guider l'IA, on ne va pas l'aider. Ce qu'on essaye de mettre en place avec plein d'équipes, et ce qu'on a vu surtout avec les communautés de pratiques et tout ce qui existe aujourd'hui autour de ça dans les entreprises, c'est qu'on essaye quand même d'être d'accord sur c'est quoi les standards qu'on a en interne, c'est quoi les pratiques de développement qu'on veut appliquer. Et pour ça, la manière de faire qui est sûrement une des plus efficaces, c'est d'avoir en premier cette capture des pratiques. Donc là, ça doit venir normalement par exemple de l'équipe qui va être capable de dire ça c'est une bonne manière de faire versus ça a introduit un bug en production parce qu'il y avait un problème de perf justement quand on faisait des appels HTTP de cette manière, etc. Donc l'idée c'est d'être capable de capturer ces pratiques ensemble. Par contre, si une personne random de l'entreprise capture une pratique et dit c'est la bonne manière de faire, c'est standard, et que d'un seul coup c'est appliqué parce que c'est dans la doc, etc., c'est pas forcément viable. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, la personne, elle avait raté tout un pan en termes de Green IT, de RGPD, de sécurité, etc., qu'une autre personne était au courant justement et aurait pu nous aider là-dessus. Donc on a cette partie validation de pratique en équipe et pour l'entreprise qui est ultra importante. On ne doit pas juste capturer plein de manières de faire dans le code et dire c'est la bonne manière de faire. On doit remonter des sujets en draft et se dire en équipe ou en communauté de pratique, si vous avez des communautés de pratique, ok, est-ce que c'est bien la bonne manière de faire ou est-ce qu'il y a des manières un petit peu différentes qui peuvent être utiles. Donc ça, c'est vraiment le process de base qui aujourd'hui est surtout fait manuellement par les équipes. La question, c'est est-ce que l'IA ne pourrait pas nous aider à faire ça? C'est-à-dire est-ce qu'elle ne pourrait pas en fait s'aider elle-même? Est-ce qu'elle ne peut pas elle-même nous aider à extraire nos pratiques, à les valider, etc., pour qu'elle-même puisse apprendre de ces pratiques qu'on a validées et donc nous sortir des données de meilleure qualité. À quoi ça ressemble concrètement sur la partie du code, justement, dans ce que je vous disais? Donc là, je retourne dans mon IDE, c'est dans VS Code, mais c'est pareil sur les autres IDE. L'idée, c'est de se dire, là, je suis en train, par exemple, de fixer un bug. J'espère que vous voyez bien au fond de la salle, mais de toute façon, je vais expliquer. Là, on a une fonction qui s'appelle getFileSortedByDate. Donc ça nous retourne les fichiers qui sont triés par date. Jusque-là, c'est logique. Et donc, quand on a envie d'appeler cette méthode, on l'appelle parce qu'on sait qu'on a besoin des fichiers triés par date. Par contre, au milieu de cette méthode, on a un appel en base de données qui fait Save File Order in Database. En fait, on va enregistrer le nouvel ordre qu'on a reçu en base de données. Donc ça, en fait, ça s'appelle un side effect, un effet de bord dans cette méthode, qui est juste pas explicité dans son nom. Donc là, pour vous donner le contexte, c'est un bug qu'on a vraiment eu chez nous. Justement, on avait une méthode comme ça qui avait un side effect, et puis quelqu'un l'a appelé, et évidemment, ça a foutu le bordel en base de données. Donc l'idée de ça, c'est de se dire, ce bug qu'on a eu en production, en fait, ce n'est pas un bug juste qui est arrivé parce qu'il y avait un truc fonctionnel qu'on n'avait pas compris. On a une root cause qui vient du code, qui vient de pratiques de développement qu'ont mis en place l'équipe, qui justement ici n'étaient pas bonnes. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus, et chaque équipe aura d'ailleurs un regard différent. On peut dire, il ne faut pas que les méthodes aient de side effect. On peut dire la logique entre le tree, le get, etc., ça devrait être à 2 endroits différents. On devrait séparer les concerns avec du CQRS, autre chose. Ou on pourrait dire tout simplement, et ce qu'on a dit chez nous, le nom de la méthode, elle doit décrire tous les side effects. Et on doit être capable de dire que dans cette méthode, justement, attention, on fait un enregistrement en base de données. Donc ça, si je le corrige dans mon coin et que je le dis à personne, en fait, ça reste dans ma tête. Donc c'est une information qui est ce qu'on appelle tacite.
En fait, elle reste dans la tête de chaque personne. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le cas dans les entreprises, c'est que on fait du pair, on fait du mob, on discute beaucoup sur Slack, sur Teams, etc. En point de vue technique. Et donc c'est bien parce qu'on a cette connaissance quand même qui circule. Mais elle reste dans la tête de chaque personne. Elle n'est pas capitalisée quelque part. On n'a pas explicité nos bonnes pratiques, nos connaissances. Ça posait pas de problème jusqu'en 2021 parce que voilà, on fait du pair, du mob, ça marche bien. Maintenant qu'on a de l'IA qui arrive et qui elle a besoin de se nourrir de cette connaissance, là ça pose problème. Parce que comment est-ce que ce qu'on a dans notre tête, on peut lui dire, et on n'a pas besoin d'écrire un prompt d'un roman à chaque fois justement quand on veut se servir de l'IA. Donc là on va être obligé d'expliciter en fait justement ces pratiques, d'expliciter nos pratiques de développement. Donc comment ça se passe là par exemple dans le contexte des équipes avec qui on fonctionne? L'idée c'est de se dire ce morceau de code là c'est un exemple de bug, c'est un exemple de mauvaise pratique. Donc je sélectionne, je fais un clic droit, et là j'ai la possibilité, ce qu'on a développé en interne, ou justement à partir du labo de recherche, c'est des plugins par exemple pour les IDE qui permettent de le faire. Évidemment on n'est pas obligé de faire comme ça, on peut le faire dans Notion, dans Confluence, etc. Mais l'idée c'est de capturer cet exemple et de dire ok, ça je vais en créer une pratique que je vais envoyer soit dans une communauté de pratiques interne, soit dans mon équipe. La pratique ici, elle va s'appeler function name should describe side effect. Donc le nom des méthodes devrait décrire les effets de bord. Donc ça justement c'est une pratique qui est plutôt générique mais qui a un exemple de code ici associé, qui a un exemple négatif dans mon cas, mais je pourrais aussi avoir des exemples positifs, des exemples justement de bonnes manières de faire. Donc ça par contre comme j'ai dit c'est en draft, c'est-à-dire que ce que je viens de dire, ça se trouve, l'équipe ne va pas être d'accord. L'équipe va me dire, en fait, non, on doit séparer des appels en base de données pour récupérer des choses et des écritures, justement, en base. Donc ça peut être différent. Donc je ne sais pas encore si c'est la bonne manière de faire. Ce qui va être intéressant, c'est que l'IA, maintenant, elle peut faire ça, en fait. Elle peut faire ce travail de nous remonter des pratiques. Et si vous demandez à ChatGPT ou à Copilot Chat ou n'importe quoi, vous pouvez lui dire, tiens, regarde mon code, et dis-moi s'il n'y a pas des choses à améliorer. Dis-moi s'il n'y a pas justement des choses qui correspondent à nos mauvaises pratiques. Donc nous, ce qu'on fait, c'est concrètement ça. C'est on appelle OpenAI dans ce contexte-là. On lui dit, tu es un tech lead, tu es vraiment un expert, etc. Regarde notre code et avec différents prompts, différents allers-retours, etc., on est capable de lui dire, tu regardes le code tous les jours et tu me dis, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles pratiques justement qui apparaissent parce qu'il y a des gens qui ont poussé des trucs bien, des design patterns qui sont intéressants, ou à l'inverse, il y a des mauvaises pratiques qui sont poussées, etc. Donc là, par exemple, sur notre code, ça nous remonte plein de pratiques, dont par exemple celle-là, qui s'appelle Minimize Testing Multiple Method in a Single Test Case. Et là, ça va nous dire, on a poussé un test unitaire, un nouveau test, et le test, en fait, il fait plein de choses. Il appelle différentes méthodes, etc. Il n'y a pas de mock. Et donc là, l'IA nous dit, OK, d'après ma connaissance, donc OpenAI a la connaissance sur à peu près tous tes docs et tout ce qu'il y a sur Internet, elle a vu que en moyenne, les gens ne sont pas vraiment d'accord avec le fait d'avoir des tests unitaires qui font plein de trucs. Et donc là, elle va me proposer une pratique avec une description, avec des liens vers la doc officielle, ou ici, par exemple, c'est un lien vers Stack Overflow. Donc elle va trouver des trucs partout. Donc elle peut nous donner des liens vers Stack Overflow ici. Elle va nous dire, ça correspond à une mauvaise pratique. Par contre, évidemment, on doit avoir cette validation humaine et cette expertise en nous qui nous dit, est-ce que vraiment c'est la bonne manière de faire ou pas? Donc ça, je peux l'ajouter à la prochaine revue de pratique pour qu'on la valide en équipe, ou je peux la supprimer si je dis en fait non, dans notre contexte, c'est pas intéressant. Et ce qu'on utilise beaucoup, c'est la partie question sur le code. Ça, c'est pas mal parce que l'IA va pas nous créer des pratiques directement, mais elle va juste nous poser des questions. Et donc, ça va nous aider à justement réagir sur différents appels, différents trucs, différentes manières de faire. Là, par exemple, on appelle l'API de Bitbucket et l'IA nous dit OK, tu fais l'appel à l'API de Bitbucket, mais tu n'as pas de mécanisme de retry, de back-off, il n'y a pas de timeout, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'API ne répond pas? Et ça, c'est une question en fait que la personne qui a codé ce truc-là, ne s'était pas forcément posée. Donc là, l'IA, elle peut être intéressante sur ce côté pousser un petit peu des réflexions sur notre code, pas nous dire comment faire, mais juste nous dire attention, il y a peut-être un risque ici. Et l'idée, c'est que on ait un mélange comme ça de choses remontées par les êtres humains, donc des choses où nous, on est conscient que c'est une bonne manière de faire ou pas, et en même temps, des choses remontées par l'IA. Donc on va avoir de plus en plus de mélange en fait justement des deux choses. Donc comme je le disais, l'IA, c'est un assistant. Et ici, par exemple, on va avoir des pratiques remontées par l'IA qui va nous dire, par exemple, ici, tout ce qui est error handling, etc., ça pourrait être géré dans les paramètres de la méthode. On a les systèmes de paramètres optionnels, on peut gérer des choses, on peut lever des exceptions custom. Et là, en équipe, on peut se dire, OK, c'est intéressant, on valide cette pratique ou pas. Et dans le cas où on ne la valide pas, où on n'est pas d'accord, et c'est souvent le cas, on peut lancer ce qu'on appelle donc, des challenges ou des battles. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, il faut qu'on tranche.
Le pire des cas, c'est qu'on ne se mette pas d'accord, et donc qu'une partie d'équipe fasse d'une manière, et l'autre partie d'équipe fasse d'une autre manière. Ou d'autres équipes d'entreprise, parce que là, je parle au niveau d'une équipe, mais évidemment, imaginez, vous travaillez sur le même produit ou sur le même langage, par exemple sur du Java, vous avez 10 équipes ou plusieurs prestataires différents. Bah, si le code est super hétérogène, évidemment, on ne va pas aider l'IA, on ne va pas pouvoir vraiment en bénéficier, et même sans parler d'IA, c'est quand même pas forcément ce qu'on va viser. Donc là, on va essayer de se mettre d'accord pour se dire, OK, comment on fait pour trancher? Ce qu'on a vu, c'est soit la démocratie, donc on vote et puis on se met d'accord, etc. Soit le côté engineering manager ou tech lead, etc., qui va dire, bah, OK, on va appliquer cette manière de faire, qui est moins démocratique, mais qui fonctionne parfois. Et c'est vraiment différentes manières de faire, et ça dépend de chaque équipe. C'est vraiment les équipes qui vont pouvoir définir ça. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans les pratiques de développement qu'on doit appliquer, souvent, on a des équipes qui vont parler, par exemple, de clean architecture, d'archi hexagonal, de double hexa, de trucs comme ça. Mais en fait, dans l'équipe, il y a 2 personnes seniors et il y a 8 personnes qui sont juniors, qui ressortent de reconversion, etc. Donc, est-ce que vraiment, des fois, si c'est bien pour le projet, mais qu'en fait, on va être en galère dans l'équipe, c'est la bonne pratique à appliquer dans notre contexte? Pas forcément. On a vu pas mal d'entreprises qui se mettaient à accepter des pratiques qui étaient plutôt bas niveau, donc qui n'est pas forcément ce qu'on voit aujourd'hui sur le tip-top des pratiques craft. Mais pour autant, dans leur contexte, ça marche très bien. Ils sont très productifs. Ils arrivent à sortir des trucs. Donc l'organisation elle-même, en fait, fonctionne bien. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire il y a une manière de faire qui est la bonne. Il n'y a pas de silver bullet. Donc vraiment, dans ce cas-là, ça va dépendre des équipes. Et ça doit être nous, en tant qu'êtres humains, justement, qui validons tout ça. L'IA va nous aider d'une autre manière aussi, c'est que maintenant que ces pratiques sont validées, comment on fait pour les diffuser? Pour les diffuser, soit parce que Copilot va pouvoir l'utiliser, soit parce que des autres personnes de l'équipe qui ne connaissent pas cette pratique vont pouvoir avoir un retour là-dessus. Et donc là, ce qui est cool, c'est la partie plus pédagogique qu'on peut avoir avec l'IA. En fait, dans ce cas-là, c'est un exemple sur un autre fichier où j'ai une méthode qui s'appelle Compute Transaction Total, qui est censée calculer le total d'une transaction. Et au milieu, évidemment, elle fait la boulette, elle nous enregistre le montant total de la transaction dans le compte utilisateur. Donc en fait, à chaque fois qu'on appelle cette méthode, elle va rajouter le total du montant dans le compte. Donc là, c'est exactement le même cas qu'on a eu avant, mais avec une autre méthode. Et donc l'IA, ici, elle nous dit, attention, le nom des méthodes, il devrait décrire les side effects. Donc c'est vraiment ce qu'on a défini tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne va pas juste nous dire « c'est pas bien » ou « c'est bien », mais dans ce cas-là, c'est ultra petit, mais en gros, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est le nom de la fonction compute transaction total does not indicate that it has a side effect of saving the global transaction amount. A more descriptive name that includes mention of saving or updating is recommended. Donc en fait, il y a un côté un peu pédagogique où elle va être capable de nous guider, de nous dire pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Par contre, attention, tous ces systèmes de détection qu'on peut avoir, c'est pas des choses qui sont déterministes, c'est de l'IA. Donc on va avoir peut-être des faux positifs de temps en temps, mais contrairement à Sonar, on va avoir aussi des faux négatifs. Ça veut dire que des fois, elle ne va pas nous trouver ça. Si je relance 10 fois l'analyse, peut-être qu'une fois sur 10, ça ne va pas me le trouver. Donc on ne peut pas se servir de l'IA pour faire des quality gates ou des choses comme ça, et donc bloquer des choses dans un CI, parce que ce n'est pas déterministe. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser, l'IA, mais dans un autre volet qui est plus un volet éducatif, ou learning justement. On va pousser des pratiques. Donc c'est vraiment là où on comprend que ça va nous aider sur certains pans de notre logiciel et de notre vie, mais pas sur tout. Donc ça, c'est des cas d'usage, par exemple, qu'on a mis en place. Mais après, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que si l'équipe commence à affiner ses pratiques de développement et donc à avoir quelque chose qui est homogène, tous les outils d'IA générative comme Copilot ou Codium, etc., eux, ils vont pouvoir apprendre que c'est la bonne manière de faire, et dans leur changement de contexte, etc., ils vont nous proposer des choses qui correspondent à des bonnes pratiques. Et donc, on aura peut-être moins de commentaires dans les revues de code. Donc, on aura peut-être des revues de code qui vont aller plus vite. On va peut-être même pouvoir sauter les revues de code complètement, faire du pair, du mob et autre chose, etc., dans des cas extrêmes. Mais évidemment, le but, c'est de fluidifier, d'accélérer le lead time et d'ivrer de la valeur rapidement. Et pour ça, il faut qu'on soit aligné justement sur ces pratiques. Donc, c'est un problème qui existait avant l'IA, mais avec l'IA, c'est encore plus fort. Donc, si on regarde un petit peu les choses qui sont importantes, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je vous dis là, ça ressemble à des choses qui sont très vieilles, qui datent des années 70 ou même avant, qui sont ce qu'on appelle du Lean. Donc Toyota, etc. Il y a pas mal de choses autour du Lean, où en fait, dans le mouvement Lean, on part de standards. Donc l'entreprise en fait, va définir des standards et va être capable de savoir c'est quoi le bon geste pour fabriquer la bonne pièce. Donc ça, c'est dans l'industrie, mais évidemment, apporté au logiciel,
on a la même chose. On doit avoir un bon geste, une bonne manière de faire. De geste, par exemple, ça peut être du TDD, ça peut être du DDD, ça peut être plein de choses. Et on va fabriquer du coup des bonnes pièces qui représentent bien le métier, etc. Tout ça, ça s'appelle des standards. Et le fait d'avoir ces différents standards du coup dans l'entreprise, ça va aider justement ces IA génératives en étant capable de savoir c'est quoi les standards, moi je vais m'appliquer là-dessus et je vais être capable de générer des choses de bonne qualité. Le deuxième point qui est super important, c'est de garder ce regard critique sur le code. De ne pas avoir ce réflexe de je valide un petit peu tout ce qui est proposé, ou alors j'ai une mauvaise proposition et je débranche l'IA en me disant en fait elle n'est pas capable de me faire des bonnes propositions, donc je débranche. Évidemment, l'IA, sa qualité, la qualité de l'IA, ça va dépendre de la qualité des données qu'elle a en entrée. Donc si elle a des bonnes données en entrée, elle va être capable justement de faire des choses bien, sinon elle va juste faire n'importe quoi. Si vous posez une question sans contexte, elle va vous répondre complètement à côté de l'attaque. Donc c'est super important de garder ce regard critique sur ce qui vous est proposé et de comprendre comment justement l'améliorer. Un autre point qui a été présenté pas mal au Lead Dev Berlin justement cette année, c'est que l'IA elle est capable de nous aider sur plein d'aspects différents de notre métier dans le quotidien. Elle va nous aider pas que sur le code en lui-même, elle va nous aider sur les messages de commit, sur le fait de rédiger des scénarios de test, le fait de faire des mutations dans les scénarios de test, le fait de comprendre des specs, de bien rédiger des specs, etc. Dans notre cas, c'est le fait de bien rédiger des pratiques de développement, etc. Donc, il faut comprendre qu'on a vraiment énormément de possibilités qui s'offrent à nous. Et donc, on ne va pas avoir des gens dans les entreprises qui vont utiliser l'IA de la même manière. Et c'est aussi quelque chose qui est important, c'est de ne pas forcer les gens à rentrer dans un moule, à tous utiliser par exemple Copilot de la même manière tout le temps sur les mêmes exemples de code, etc. Personnellement, Copilot, je débranche quand je fais du TDD par exemple. Parce que je n'ai pas envie que ce soit une IA qui me dise c'est quoi le prochain scénario de test que je dois faire. Parce que déjà, des fois, elle me repropose 10 fois le même. Mais surtout, c'est elle qui va un petit peu driver comment je fais mon TDD. Hein, j'ai une expertise pour savoir que je pars justement des cas les plus basiques et puis après je rentre dans les scénarios, etc. Et ça, c'est moi qui suis au courant. Je suis au courant de c'est quoi les problèmes de perf qu'on a derrière, c'est quoi les problèmes de sécurité, etc. Donc dans ces cas-là, je ne vais pas utiliser l'IA. Par contre, pour tout ce qui est générer des messages de commit, avoir des choses justement sur les tests, des explications sur le code, etc., là, je vais vachement m'en servir. Donc je vais avoir des manières différentes de m'en servir. Et je vais m'en servir aussi pour générer des images de slides, par exemple, parce que j'aime pas du tout faire des slides. Donc tous ces petits détails-là, voilà, ça montre que chaque personne va s'en servir un peu d'une manière différente. Et c'est tellement émergent encore qu'on est en train de découvrir tous ces use cases. Et il y a des nouvelles startups et des nouvelles solutions qui sortent chaque semaine, qui apportent des nouveaux use cases, de plus en plus spécifiques, sur des cas un petit peu à la marge, etc. Et donc là, ça va être super utile de voir dans la panette d'outils à notre disposition, qu'est-ce qu'on va utiliser et en quoi vraiment l'IA va pouvoir nous aider. Et le dernier point, c'est de dire que concrètement, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir bypasser en se disant en fait non, on n'utilise pas du tout ça, etc. On va avoir des équipes qui utilisent l'IA, des équipes qui n'utilisent pas l'IA, mais globalement, si on s'en sert bien, on sait que les équipes qui utilisent de l'IA dans leur quotidien sur plein d'aspects différents vont pouvoir être plus productives. Pourquoi ? Parce qu'elles vont avoir un assistant qui va les aider sur peut-être plein de tâches, etc. Ça peut être sur plein d'aspects différents, comme je le disais, mais on voit qu'il y a des gains de productivité, on voit qu'il y a des gains sur la développeur experience, etc. Donc cette question, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait vraiment pour s'en servir. Et pour terminer, il y a un monsieur qui s'appelle Ken Beck, que vous connaissez peut-être, qui avait fait un post il y a presque exactement un an, parce que c'était le 18 avril 2023. Et dans ce post, en fait, j'aimais bien, il dit j'étais très réticent à utiliser ChatGPT. Au début, il ne voulait vraiment pas l'utiliser. Et aujourd'hui, ça y est, je m'en suis servi vraiment et je comprends pourquoi est-ce que j'étais réticent à l'utiliser. C'est qu'en fait, la valeur de 90% de mes skills, donc les skills de Ken Beck, maintenant, sa valeur, c'est 0 $. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que je fais, peut-être de la rédaction de code, des choses comme ça, qui en fait aujourd'hui étaient 90% de ce qu'il faisait. Aujourd'hui, ça n'a plus de valeur parce qu'une IA pourrait nous remplacer. Une IA pourrait générer du code, une IA pourrait faire plein de choses, etc. Par contre, les 10% qui restent, qui correspondent vraiment, de ce que je comprends, à l'expertise de Ken Beck sur du TDD ou n'importe quoi, donc vraiment son expertise humaine à lui, avec son expérience, mais là, la valeur, elle a fait x1000. Parce que du coup, il va être capable, comme ce qu'on disait sur les bonnes pratiques, par exemple, qu'on crée pour des équipes. Imaginez quelqu'un comme Ken Beck qui arrive dans une entreprise où il y a 1000 développeurs. Lui, il crée des pratiques, du coup, et il les diffuse aux 1000 développeurs d'un coup.
en disant ok, ben ça c'est une super pratique en Java, ça c'est une super pratique en sécurité, etc. Mais en fait, il n'a plus à le répéter lui-même, à aller voir tout le monde, etc. Il va pouvoir le diffuser plus rapidement. Ça pourrait être intégré, par exemple, dans des outils comme Copilot, etc. Donc tout ça, en fait, maintenant, ça va avoir beaucoup plus de valeur. Donc ça ne veut pas dire que l'IA, ça va nous remplacer et que maintenant, en tant que développeur, notre valeur, c'est 0. Ça veut dire qu'il y a une partie de notre travail qui a beaucoup moins de valeur qu'avant. Qu'il y a une partie de notre travail sur juste la production de code, des choses comme ça, qui va vraiment pouvoir être remplacée ou du moins complètement assistée. Par contre, notre expertise humaine, donc vraiment là où on a de la compétence, etc., ça va avoir beaucoup plus de valeur qu'avant et c'est ça qu'il faut maturer. C'est vraiment ça sur lequel on doit travailler. Donc tout ce qui est équipe de développement, on va juste faire de la bidouille et puis rajouter un petit peu de bugs, de tests, etc. et corriger un petit peu de code. Tout ce qui est un petit peu bidouille, ben évidemment, ça va avoir moins de valeur. Et puis, on le voit, alors, Davin, il y a eu des super mauvaises critiques aussi derrière, mais il y a plein d'outils en fait, qui sont capables maintenant de faire ça. Par contre, notre expertise sur comment faire des bons projets ou comment utiliser la bonne manière de faire, ben ça va être beaucoup plus utile. Merci à toutes et à tous. Merci. Il reste 4 minutes. Donc je pense qu'on a le temps, si vous avez des questions, voilà, pour quelques questions. Et si jamais vous n'avez pas de temps ici, on a un stand qui est le long du corridor là à gauche. Donc n'hésitez pas à venir me voir, je resterai sur le stand jusqu'à ce soir. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à ce moment-là. Oui, Anné, tu as une question? Ouais, il y a Estelle qui arrive. Il te reste 3 minutes 45, tu as le temps. Est-ce que tu as des chiffres des grosses boîtes qui utilisent l'IA et des stats sur comment ça a influencé la productivité, je sais pas, la quantité de features Alors, j'ai eu justement au Devox là, cette semaine pas mal de retours d'expérience de différentes grosses boîtes. Grosses boîtes, c'est plus de 1000 développeurs, hein, donc des grosses entreprises qui ont déployé d'IA de manière plutôt forte. Ils ont souvent beaucoup de retours sur l'expérience développeur. Donc ils disent, OK, globalement, il y a quelques personnes qui débranchent, mais globalement, les gens aiment beaucoup justement utiliser ça. Par contre, en termes de productivité, des chiffres que j'ai entendus cette semaine, c'est justement ce que je disais. C'est soit quand ils calculent eux-mêmes, peut-être moins de 10% en gain de productivité, soit ça dépend des personnes. Et on a justement un retour d'expérience d'une entreprise qui dit ça a eu plus d'impact pour des développeurs juniors. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les développeurs juniors, ils passent peut-être 80% de leur temps à coder. Alors que quelqu'un qui est plutôt senior va pas faire que du code, va faire aussi de la revue de code, d'autres choses, va peut-être faire d'autres activités. Et donc, vu qu'on passe plus de temps à coder quand on est junior, là, ça va nous aider peut-être plus que quand on est senior. Mais c'est un retour différent d'autres entreprises qui nous disent, sur des juniors, en fait, on voit que la qualité du code produit est peut-être moins bonne. Et on a des gens qui sont plus capables d'écrire une classe Java avec des getters-setters s'ils n'ont pas Copilot ou un outil comme ça qui les aide. Et donc là, ça peut commencer à poser des problèmes parce qu'il faut garder justement la base un petit peu justement de notre métier. Il faut qu'on soit capable de comprendre comment fonctionnent les systèmes, c'est quoi les pratiques de sécurité, de perf, de Green IT, etc. Mais ouais, les retours que j'ai entendus en tout cas cette semaine, c'était vraiment de dire globalement c'est super intéressant, les gains de productivité sont durs à calculer, parce que quand on parle de 10% d'amélioration du lead time, le lead time il fait ça en fait, en fonction des tâches, en fonction de notre état d'esprit, etc. Donc déjà dans la semaine et dans le mois, en fonction des tâches, notre lead time il change. Donc 10%, ça va être sur la durée en fait qu'on va pouvoir voir une augmentation. Sauf que si on a cette augmentation mais qu'on a des bugs à côté par exemple, évidemment c'est contrecarré. Est-ce que tu connais du coup des systèmes qui permettent d'identifier quel code a été généré par l'IA versus quel code a été généré par un humain? A posteriori, je ne sais pas si c'est possible. Je pense que c'est même compliqué. Par contre, les solutions comme Copilot ou d'autres outils comme ça, elles sont capables de tracer sur la quantité de code combien de pourcents. C'est pour ça qu'ils sortent des chiffres justement sur, je ne sais plus si c'était chez Spotify ou dans d'autres entreprises, où ils disaient 80 ou 90% du code en fait a été généré par l'IA, c'est-à-dire quelqu'un commence à taper puis ils ont fait tap derrière. Mais il y a des entreprises où il y avait des chiffres assez énormes justement sur la proportion de code validé par l'IA était à plus de 80%. Donc ça veut dire qu'énormément de code en fait est justement généré derrière. Merci. Ben merci. Alors je crois qu'on n'a plus de temps pour les questions, mais du coup n'hésitez pas à venir sur le stand si vous avez d'autres questions après. Merci à tous et à toutes.